Bonjour les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vous prends aujourd'hui pour vous faire un petit bilan lecture du mois de janvier et février. Alors j'ai combiné les deux parce que déjà j'ai pas eu le temps de filmer janvier. Je suis complètement débordée, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je suis donc tellement débordée que pour février, je crois que j'ai réussi à lire 2 romans, dont un qui fait 150 pages, donc vraiment très peu. Heureusement qu'il y a un petit peu les mangas et les BD pour pouvoir relever un petit peu le nombre de livres que j'ai lus, parce que sinon j'ai vraiment pas du tout eu le temps en février de pouvoir lire quelque chose. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de ça. Et je vais vous présenter tout de suite, je les ai séparés en deux, la pile de ce que j'ai lu en janvier et la pile de ce que j'ai lu en février. Alors en janvier, vous allez voir, c'est un peu plus fourni. Voilà. Donc ça c'est la pile janvier. Et la pile février est quand même bien moins conséquente, hein, on est d'accord. Alors bon, déjà je vais commencer par ce que j'ai lu en mode tablette, donc que je n'ai pas en version physique. Je vous ferai un petit insert à chaque fois sur le côté. Et comme d'habitude, tous les livres dont je vais vous parler, vous retrouverez les liens dans la barre d'infos. Comme ça, si jamais ils vous intéressent, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous laisser porter par peut-être l'envie de l'acheter. Alors le premier que j'ai à moitié lu en décembre et terminé donc en janvier, c'était L'illusion de Maxime Chatham, publié, si je ne me trompe pas, aux éditions Albin Michel. Et j'ai du mal avec Maxime Chatham. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il écrit, mais j'ai plus l'impression qu'il est meilleur en écrivant de l'horreur en fait. Et que dès que ça touche un petit peu dans du policier, ça va... En tout cas pour moi, ça matche moins. Et là, on n'est pas dans l'horreur, on n'est pas dans le policier, on est un petit peu dans un espèce de thriller à huis clos, qui était pas mal, mais plus ça allait et plus je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose qui allait en décrescendo comme ça, et la fin ne m'a pas convenu. J'ai bien aimé le système huis clos, j'ai beaucoup aimé cette ambiance un petit peu glaçante qu'il y avait autour de tout ce livre. En revanche, je trouve la fin beaucoup trop expéditive et l'explication, oui, mais non. Voilà. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre un gars, je sais même plus comment il s'appelle, mais on va suivre un protagoniste masculin qui vient de se faire plaquer, a un job un peu d'intermittent du spectacle qui, ça va, ça vient, il n'a pas les rôles quand il veut pour pouvoir être acteur et en vivre complètement. Et donc il a décidé sur un coup de tête d'accepter le premier job qui lui venait, et en l'occurrence de s'occuper d'une station de ski à la saison basse, et de faire tous les petits boulots qu'on lui propose, genre, je sais pas, s'occuper d'élaguer les arbres, vérifier le matériel de ski pour la prochaine saison, tout ça et compagnie. Et on va se retrouver dans une petite, justement, ambiance un peu à la Shining, il est vrai, qui va être un huis clos autour de cette station de ski et de ces personnes qui sont à l'intérieur, avec des ambiances un petit peu tendues entre les anciens et les nouveaux, avec un manoir qui surplombe cette station de ski, mais on n'a pas vraiment le droit d'en parler. Et peut-être des choses un petit peu étranges qui commencent à se produire, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que au fil de la lecture, on échafaude des hypothèses et il y en a certaines que si je vous en parle, ça va peut-être vous induire sur le mauvais chemin. Donc prenez le temps de le lire, c'est quand même une très bonne lecture, mais qui pour moi ne m'a pas emballé plus que ça. Je suis plus donc dans la partie horreur de Chatham que j'adore. Le Signal pour moi est franchement le meilleur livre qu'il a écrit jusqu'à présent. Je n'ai pas lu tous ses ouvrages certes, mais pour le moment j'ai un petit peu du mal du genre quand je lis un de ses nouveaux livres, je vais le comparer systématiquement avec ce que j'ai ressenti pendant ma lecture de Le Signal. Et Le Signal, il est vraiment là-haut et pour le moment, j'arrive... Mes lectures n'arrivent pas à s'en rapprocher. Il est vraiment tellement là-haut que j'ai l'impression que pour le moment, je suis déçue un petit peu des nouveautés qu'il nous fait, parce que je porte tellement au nu Le Signal que
C'est compliqué, mais bon, j'ai une relation assez particulière avec les lectures de Monsieur Chatham que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, certainement consacrée à son univers à lui. Voilà pour le premier. Pour continuer un petit peu dans les romans, j'ai terminé le tome 2 de Harry Potter, La Chambre des Secrets, donc en version anglaise, c'est The Chamber of Secrets. Édition, comme vous pouvez le voir, donc de Serpentard. Je vous avais déjà présenté cette édition dans une vidéo précédente, donc je vous mettrai dans le petit i si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que contient cette édition des maisons. Je ne vais pas vous refaire un énième speech de Harry Potter, je pense qu'à peu près tout le monde connaît cette saga, que à peu près tout le monde les a au moins lus ou vus une fois. Moi je me les lis en anglais parce que je ne les ai jamais lus pour le moment en VO. Et je retourne un petit peu dans mon enfance quand je les avais lus en français, ça me permet de comparer maintenant avec le recul de ma vision un peu plus adulte, et bien qu'est-ce que j'en pense, et de voir quelques petites subtilités de langage qui n'existent absolument pas dans la version française. Donc j'aime bien me replonger de temps en temps dedans comme ça, et cette édition, il faut dire comme quoi elle est vraiment magnifique. Pour continuer dans les lectures romans, je vais vous parler d'un presque coup de cœur. Franchement, il était peut-être à ça d'être un coup de cœur, tellement j'ai aimé cette lecture. Mais elle est en même temps triste et je vais vous expliquer. Je voulais vous parler de Le journal de Ludwig de Julien Joanneau, publié aux éditions Flammarion. Alors, évidemment, j'ai craqué déjà pour la bouille du chien. Hein. Mon premier chien était un labrador, le chien de mes parents est un labrador. Bref, vous avez compris, on aime les labradors. Déjà, la manière dont il est arrivé entre mes mains est un petit peu particulière, ce qui fait que j'avais déjà une espèce de petite ambiance joyeuse qui m'avait donné vraiment envie de lire ce livre. En fait, je lisais les posts qu'il y avait sur Instagram et je suis tombée sur le post de la petite marchande de prose. Je vous mettrai pareil son compte dans la description, comme ça si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, n'hésitez pas. Elle a un super compte avec beaucoup de lectures très intéressantes. Et Le voyage de Ludwig en faisait partie. Et j'ai été, certes, happée par la couverture, mais intriguée parce que l'action de ce livre se place pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait l'action est vue à travers les yeux de Ludwig, qui est donc le chien que l'on voit sur la couverture. Je me suis dit c'est incroyable, donc j'ai voulu regarder un peu plus, j'ai lu le résumé, où on vous dit donc dans les grandes lignes que la maîtresse de Ludwig est une juive qui a été déportée et que Ludwig, par amour pour sa maîtresse et parce elle est vraiment la seule personne qu'il connaisse, et il va traverser la France occupée de part en part pour essayer de la retrouver et de la sortir de l'endroit où elle est actuellement. Mais vu à travers les yeux d'un animal, je ne connaissais pas cette manière d'aborder la Seconde Guerre mondiale en fait, donc j'étais vraiment intriguée. La petite marchande de prose m'a dit que c'était un livre voyageur. Je ne connaissais pas trop, elle m'a expliqué le principe. Ça venait de l'initiative d'une chaîne dont j'ai malheureusement perdu le nom parce que moi je n'ai pas connu la première phase, on va dire, du lancement du voyage de Ludwig. Mais pareil, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et en gros, cette personne a aimé ce livre et elle a décidé de le faire voyager pour que d'autres personnes qui ne le connaissent pas puissent à leur tour découvrir l'histoire de Ludwig, l'histoire que Julien Joanneau a écrit, et que le voyage de Ludwig continue comme ça à circuler à travers la France, et voire même peut-être d'autres pays, pour que le plus de personnes soient touchées par ce livre en fait. J'ai trouvé le concept incroyable, et elle m'a proposé de m'envoyer le livre si à mon tour, une fois l'avoir lu et avoir écrit une chronique à la rigueur dessus, je m'engageais à lui faire continuer son voyage et à l'envoyer chez une prochaine personne qui, elle, à son tour, pareil, devra lui faire continuer son voyage. Évidemment, j'ai accepté. J'étais beaucoup trop intriguée de pouvoir lire un livre à travers les yeux d'un animal, en fait, et de lire le cheminement de pensée d'un animal pendant l'occupation. Ça me paraissait assez fou, et je l'ai adoré. Julien Joanneau, il a une manière très douce d'aborder l'esprit de l'animal. Il est très... je pense que ça se voit, il adore les animaux, il est très empathique avec eux. Et il a dû les observer, mais énormément de fois, pour pouvoir réussir à retranscrire parfaitement
le caractère d'un labrador, avec sa fidélité constante, son amour de l'homme, son côté joueur, son côté ah je t'aime bien mais je mets encore plus la bouffe, donc si tu pouvais me donner à manger ce serait cool. Et son côté utiliser tout le temps son nez parce que bah, c'est un chien de douane à la base, il a je ne sais plus combien de milliers d'odeurs qu'il peut réussir à emmagasiner. Et c'est grâce à ces odeurs, justement, à ces espèces de fantômes, de volutes de fumée, de volumes de particules qui sont invisibles pour nos yeux, mais qui pour lui, bah, lui permettent de retrouver la trace de sa maîtresse à travers la France entière et se dire, bah voilà, elle est passée par ici, il faut que je suive cette piste parce que ma maîtresse est au bout. Et il est dur en même temps ce livre, il est très très dur à lire parce qu'il est triste. Il est triste déjà parce que quand on aime les animaux, entre humains déjà ils sont pas tendres pendant la guerre, envers les animaux c'est une catastrophe. Hein. Ce sont des outils déjà un petit peu de boucherie pour aller à la guerre, soit pour les manger quand il n'y a plus de viande, soit pour les utiliser comme appât sur des mines, des trucs comme ça. Et après, ça a un petit peu aussi une expérience scientifique, tester tel médicament, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si on utilise tel marbre bactériologique, ça fonctionne dessus? Comment dire? Est-ce qu'on peut dresser le chien à le faire aimer le fureur? Il y a plein de tests comme ça, avec de la cruauté envers les animaux, tant envers les humains. Et c'est vraiment triste de voir le voyage de cet animal à travers la France occupée, où il va rencontrer des gens foncièrement bons comme foncièrement mauvais. Et ben, en même temps, c'est pas un spoil, mais on se doute qu'il va y avoir quelque chose qui va mal finir. C'est pendant la guerre, sa maîtresse est juive, il y a quand même eu assez peu de personnes qui en sont rescapées. Est-ce qu'il va réussir à sa quête de retrouver sa maîtresse? Est-ce qu'il va se faire attraper en cours de chemin? Est-ce qu'il va survivre à sa quête? Je vous laisse lire Le Voyage de Ludwig pour pouvoir le découvrir. Et si jamais vous en avez l'occasion, allez faire un petit tour sur ma chaîne Instagram parce que mon dernier post concerne ce livre. Et pour lui faire continuer son voyage, j'invite n'importe qui à se manifester dans les commentaires et à me dire oui, ce livre m'intéresse. Et je me ferai un plaisir de lui envoyer pour qu'elle puisse, il ou elle, découvrir ce nouveau livre et après le continuer à le faire voyager. Très beau livre, très triste, très touchant, mais vraiment très très bien écrit. Alors on va passer un petit peu plus dans le côté du graphique maintenant, avec notamment la saga des Tales of Symphonia, que en fait je les ai retrouvés dans un carton et je me les suis tous relus. Il y a, attendez je vais les remettre bien, il y a 6 tomes, enfin en l'occurrence il y a vraiment 5 tomes et le dernier c'est plus un petit tome bonus avec des histoires un petit peu annexes comme ça pour rester dans l'univers du jeu. Et d'ailleurs, oui, si vous ne le connaissez pas, Tales of Symphonia, il est tiré d'un RPG du même nom, qui à l'époque était sorti sur GameCube, et je crois qu'ils l'ont un petit peu remasterisé pour la Play 3 ou 4, je ne sais plus exactement sur quelle plateforme, mais c'est un RPG classique avec une quête, on va dire, un petit peu classique. Donc pour cette histoire, vous allez suivre Lloyd et Colette, Colette étant l'élu de cette génération-là. Alors l'élu, c'est une personne qui a été choisie par les anges pour pouvoir, on va dire, restaurer l'équilibre du mana qui est un petit peu précaire sur la Terre actuellement. Alors pour faire ça, elle va donc être entourée d'une équipe, notamment de Lloyd, qui vont l'aider à aller accomplir certains rituels et passer des pactes avec certains personnages pour pouvoir, pour pouvoir avoir les pouvoirs des anges qui vont lui permettre de restaurer la paix et l'équilibre sur cette... Comme tout bon RPG qui se respecte, il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas, il y a une quête qui peut-être en cache une autre, des méchants qui sont peut-être des alliés et inversement. Et franchement, c'est une saga qui est aussi mignonne, je trouve, que le jeu originel. Parce que, je sais pas si vous voyez les traits, je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà, pour vous montrer quelques traits un petit peu du style du manga. On retrouve exactement les mêmes traits que dans le jeu vidéo, c'est-à-dire
un dessin un petit peu rond avec des visages assez peu anguleux. Mais ça passe très bien pour ce style de quête où il y a quand même des gros messages sur l'amitié, comment dire, repousser ses limites, aller au bout de ses quêtes. Très très mignon. Ça se rapproche plutôt bien, je trouve, du jeu, même si en 6 tomes, on ne peut pas résumer un RPG qui fait une centaine d'heures de jeu. Mais franchement, très très sympathique. C'est publié aux éditions Kiyun. Alors c'est assez vieux hein, maintenant. Je ne sais pas si c'est toujours possible de les trouver en neuf, tout du moins. Mais je pense que point de vue occasion, vous les trouverez sans souci au cas où. On va passer dans toujours du graphique, mais un petit peu plus dark, avec un style un peu plus adulte. Et je vais vous parler de la BD Nuwa. Alors vous voyez déjà, le style est beaucoup plus adulte. On est sur un format donc BD qui est publié aux éditions Soleil, avec, je vais vous montrer, voilà, un design un petit peu comme ça, très, très joli, très, on va dire un peu travaillé informatiquement. On sent que la couleur, elle est purement sur la tablette. Alors, pour résumer un petit peu Nuwa, vous allez être dans une ambiance un petit peu Chine ancestrale, vous voyez, avec tout ce qui est les anciens dieux, les combats un petit peu magiques avec des dragons, tout ça. Et vous allez suivre 7 sœurs qui sont 7 elfes immortels, dont la tâche est de garder l'épée d'un dieu qui est mort et qui doit se réincarner dans plusieurs milliers d'années. Et elles doivent faire traverser les âges à cette épée en la conservant et en évitant que les forces du mal s'en emparent pour pouvoir renverser le pouvoir et mettre le chaos à la place du bien. C'est pas mal. Le design est très joli. L'histoire est un petit peu classique, mais comme c'est un tome 1, j'avoue que je n'ai pas lu les autres. Je ne sais pas si la suite est aussi jolie que ce tome-ci. Je suis mitigée parce qu'il est bien, mais en même temps, vous voyez, j'ai lu que le tome 1 et je me dis, je suis pas emballée au point de lire le tome 2. C'est joli, c'est un très beau design, mais je n'ai pas plus envie que ça que de le garder malheureusement dans ma collection. C'est d'ailleurs pourquoi je le revends. Après, à vous de juger, est-ce qu'il vous plaît ou pas. Et on va terminer la version de ma palle janvier avec 2 comics qui s'appellent Drain. Hop. Je vous montre à l'arrière. Voilà. Alors, Drain, c'est un comics qui est publié aux éditions Soleil, voilà, si je ne me trompe pas. C'est de Cebulski et Takeda. Cebulski étant au scénario et Takeda au dessin. Et là, on est dans du dark. Hein. On est dans un petit cran au-dessus, point de vue que c'est pas pour toutes les mains. Point de vue histoire, on reste un petit peu dans du classique, c'est-à-dire que vous allez suivre une jeune femme dont le clan a été complètement décimé par un vampire. Et le vampire s'est dit que tiens, ça pouvait être très très drôle de la laisser en vie et de la transformer en vampire parce que il s'ennuie. Et la jeune femme va donc chercher à se venger en voulant le tuer à travers toutes les décennies qu'elle peut traverser en étant immortelle. Un petit peu un classique, donc une jeune femme qui se fait transformer en vampire qui n'est pas très contente parce que toute sa famille a été tuée et elle n'est pas satisfaite de sa condition d'immortelle, donc elle veut le tuer. Petit classique, mais moi ce qui m'a charmé, c'est le style de dessin qui est assez particulier, il est vrai, très, très sombre, très chargé et assez bien détaillé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas spécialement à mettre entre toutes les mains, notamment parce qu'il y a des scènes de nudité, il y a des scènes entre 2 femmes, et il y a après des scènes également de violence. Ça reste des vampires. Un vampire, c'est pas sympa à la base. Hein. Donc, je vais vous montrer. Très beau dessin. Enfin, moi en tout cas, j'ai aimé. C'est sombre, c'est sanglant, ça me va. J'ai été peut-être un petit peu déçue que ce soit que 2 tomes. Je trouve que ça aurait gagné à avoir peut-être un voire peut-être 2 tomes en plus, histoire de pas, entre guillemets, bâcler et raccourcir l'histoire au maximum pour pouvoir faire un duel final entre la protagoniste et le méchant. J'aurais aimé un petit peu plus, quoi. Peut-être un peu plus de recherche, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, même si le scénario est un peu classique,
le dessin, je trouve, est assez dynamique et j'aime bien le style en fait de Takeda, donc voilà. Passons maintenant à février. Donc février, c'est beaucoup plus light, c'est pour ça que je me suis permis de les mettre les deux ensemble, février et janvier. Et je me suis dit que si je faisais qu'une pile janvier en vidéo, qu'une pile février en vidéo, ça allait être assez light, hein, parce que j'ai vraiment, mais alors, vraiment pas le temps de lire en ce moment. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Mais pour vous dire, on va commencer en restant dans les graphiques avec une BD qui s'appelle La Belle et la Bête de Patrick Sobral. Publié chez Delcourt. Oui, c'est ça, publié chez Delcourt. Alors, comme son nom l'indique, La Belle et la Bête, c'est bien une réinterprétation du conte que l'on connaît tous. Mais là, vu par Patrick Sobral. Patrick Sobral, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui qui a dessiné notamment Les Légendaires. Une bonne BD bien sympathique aussi. Et j'aime beaucoup. Franchement, Patrick Sobral, son design, il est fabuleux. En plus, personnellement, sa réinterprétation, je l'ai beaucoup aimé. Parce que, outre le fait qu'on garde un design qui est magnifique, je trouve, on a une nouvelle version de La Belle et la Bête un petit peu plus héroïque, on va dire, que ce que l'on connaît dans le conte de Disney, par exemple. C'est radicalement différent, mais j'ai beaucoup aimé. Peut-être que ça aurait mérité quelques pages en plus, j'aurais bien aimé que ça s'étale un petit peu plus au point de vue combat chevaleresque, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé. Pareil, son design, je suis toujours aussi fan. J'aime particulièrement à chaque fois que je lis une de ses BD, retrouver les petits clins d'œil du design de Saint Seiya, ou les Chevaliers du Zodiaque en français. Je suis archi fan de cette série, donc dès que je retrouve un clin d'œil, je suis tellement contente quelque part. Et très sympa, je l'ai trouvé bien écrit, une jolie réinterprétation, qui je pense par contre ne pourra peut-être pas convenir à tout le monde, point de vue qu'on n'est pas du tout dans la fantaisie et la délicatesse du conte Disney, on va dire. Mais c'est une nouvelle vision, je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de cliquer dessus pour voir ce que ça donne un peu plus. Et on continue avec deux mangas, avec le premier qui s'appelle La Perle du Dragon, qui est chez... comment ça se dit? Dracosia? Ça. La Perle du Dragon. Et en fait, je vous ai dit une bêtise, c'est un manhwa et non un manga. Donc un manga, mais chinois, en fait. Alors, le design est pas trop mon ami parce qu'il est un peu trop simpliste, je trouve. Il y a des jolies planches, il y a des bonnes idées, mais le design des personnages, c'est pas ça pour moi. Et il est sympa, mais pas au point que je le garde dans ma collection. Donc c'est dommage pour lui, mais je vais le revendre. Pour vous faire un petit résumé, je vais vous le lire parce qu'il m'a pas marqué plus que ça. Alors, à son arrivée à la montagne nuage, Xuan rencontre Lonri. Elle se tenait au pied de la montagne nuage pour dissuader les multiples explorateurs de partir à la recherche de son trésor, car de tous les nombreux explorateurs qui partirent à sa recherche, aucun ne revint jamais vivant. Au même moment, l'empereur envoyait le général Wan, le capitaine Roy et leurs soldats à la montagne nuage pour y chercher le trésor. Quand Londres apprit les desseins du général Wan et du capitaine Roy, elle tenta de les empêcher de découvrir le trésor de la montagne nuage, bien qu'elle en ignorât la nature. Donc, un conflit éclatera entre eux. Pendant ce temps, le bateau étoile réapparut au village. Déjà, je trouve que dans ce résumé, il y a quelque chose qui se passe, mais pas en bien. On parle de Xuan, donc le héros que l'on voit ici, deux lignes. Tout le reste, après, on parle de Londres. Alors certes, c'est une personnage importante, mais lui, tout le monde s'en fout au bout de deux lignes, ça veut dire. C'est un peu embêtant, hein. C'est dommage, c'est un peu lui le héros, mais bon. Et il y a certaines phrases, genre, vous voyez là, par exemple, on sait que donc il y a le général Wan qui va se battre avec le capitaine Roy. Elle va les en empêcher. Donc, un conflit éclata entre eux. Un petit peu... Je sais pas, il y a un petit problème avec cette phrase, le donc, un conflit éclata entre eux. Je trouve ça un petit peu mal amené, enfin bon. Et la dernière phrase, pendant ce temps, le bateau étoile réapparut au village. Certes. Pendant ce temps, je veux dire,
Ok, pendant ce temps, le bateau étoile il réapparaît. Personne ne sait ce que c'est le bateau étoile, pourquoi il apparaît dans le village pendant cette bataille-là, qu'est-ce que c'est important. Voilà. Et en plus, je trouve que le bateau étoile, il est un petit peu... Ah, vous le voyez plus, c'est fini. Vous en avez parlé pendant 2 pages. Alors, c'est un one-shot. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des trucs, c'est un peu, allez, vite, 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 il faut l'expédier pour qu'on puisse finir le manga. Et justement, c'est ça qui pêche un peu, ça va beaucoup trop vite. C'est pas assez creusé, que ce soit les personnages ou l'histoire. Et ça manque peut-être un peu de finesse, ouais, d'un peu plus d'approfondissement. Et honnêtement, un joli design comme ça, vous l'avez que sur la couverture. Le reste, les personnages, c'est un petit peu, je dirais pas bâclé parce que ce serait vraiment pas sympa pour le mangaka, mais un petit peu simpliste, on va dire. Donc non, ouais, celui-ci, pas très très emballé. Et le second manga qui est un manhwa aussi, je me suis trompée une seconde fois, c'est La pluie du paradis de Yulu, publié aux éditions Casterman. Alors je sais pas si vous connaissez l'illustrateur Benjamin, qui est chinois lui aussi, et honnêtement, j'ai cru que c'était son design à lui, tellement ils se ressemblent. Alors c'est sûr, il faut le connaître pour pouvoir se dire, mince, les deux se ressemblent, mais c'est très très joli. C'est très, on va dire, c'est très chargé, c'est très numérique. Mais j'aime bien. Après, le problème, c'est creux. C'est très très creux. Le design est beau. Moi, je l'avais pris parce que c'était quand je faisais des études de chinois, je devais faire un exposé sur la ville de Suzhou. Et ce manga, ce manhwa, je me trompe encore une fois, ce manhwa se passe donc dans la ville de Suzhou, qu'on appelle un peu la Venise de Chine, parce qu'elle a énormément de canaux, des ponts un peu partout, plus cette architecture asiatique qui lui donne un certain charme. Et c'est très beau, oui. Évidemment qu'à mettre en œuvre dans un manga, c'est beau. Franchement, il y a matière à faire quelque chose. Mais l'histoire est plate. Pour vous montrer, les douces pluies de la cité de Suzhou, tant vantées par les artistes, dissimulent un secret bien gardé. Si le ciel s'y épanche sans retenue, c'est que nulle part ailleurs ne s'y épanouissent autant, entre tendresse et amertume, les fruits mélancoliques de l'amour et de la beauté. Démerde-toi avec ce résumé, tu n'en sais pas plus. Certes, on se fie pas un résumé, mais ça ne t'apporte strictement rien, je trouve. Et pour vous faire un autre résumé, on va suivre cet artiste-là, enfin la vie de cet artiste-là, à travers un petit peu ses déboires justement d'artistes un petit peu méconnus, qui n'arrivent pas à percer, la femme qu'il aime qui le quitte, il est triste, c'est un petit peu un spleen baudelairien, et c'est tout. C'est tout en fait. Il est creux. Alors le dessin il est beau, mais le dessin ça ne fait pas tout. Si l'histoire derrière elle est pas un petit peu punchy, ça matche pas. Et là, moi ça n'a pas matché non plus. Donc ça fait quand même le 3e livre de cette vidéo que je vais revendre. Ça commence à craindre un petit peu. On va donc passer à autre chose. On abandonne les graphiques et on va passer à la partie roman. Et ça va aller donc très vite parce que je n'en ai lu que 2. Et le premier, comme je vous disais, il faisait 150 pages. Alors, il rentrait dans mon challenge du Cold Winter Challenge où je devais lire un livre de moins de 200 pages, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est celui-ci que j'avais choisi, Cette petite croix dans un carnet de Georges Simenon. Et il fait tout pile, ouais, 155 pages, donc parfait, ça rentrait dans la catégorie solstice d'hiver, où il fallait un livre très court. Impeccable. C'est un policier, on va dire, toute somme classique. Ça se passe la nuit de Noël au standard téléphonique du commissariat, où tout est, on va dire, un petit peu calme, jusqu'au moment où un meurtre va être signalé au téléphone, et le suspect principal n'est autre que le neveu du standardiste, malheureusement. Donc, un petit policier pour savoir si le neveu est coupable. Il a disparu, pourquoi? Est-ce que c'est en rapport avec ce fameux crime, ou est-ce qu'il s'est juste enfui devant le fameux meurtrier? C'est sympa. Ça se lit donc très très vite parce qu'il fait à peine 150 pages. Un policier toute somme classique, un Simenon très sympa, mais un Simenon sans le commissaire Maigret. Et on va finir en beauté avec mon coup de cœur de l'année, déjà. Déjà, on est au mois de février, j'ai déjà un coup de cœur intersidéral.
Mais je savais que ce livre, j'allais l'aimer, je savais que ça allait être un coup de cœur, car c'est le troisième tome d'une saga, troisième et dernier tome d'une saga, et j'avais déjà adoré les deux précédents tomes, qui avaient déjà été chacun un coup de cœur pour moi, donc je savais que le troisième tome allait pas déroger à la règle. Il s'agit du troisième tome, L'hiver de la sorcière de Catherine Arden, publié aux éditions de Noël. Alors, quelque part derrière ma tête, vous avez les deux précédents tomes. Le premier qui est donc L'ours et le rossignol, et le second c'est La fille dans la tour. Les trois publiés aux éditions de Noël. Ah, et quel chef-d'œuvre! Il magnifie la saga et c'est trop beau. J'arrive même pas à en parler. Et cette saga est merveilleuse. Je ne connaissais absolument pas Catherine Arden et je suis archi fan maintenant de cette femme. J'aime tout ce qu'elle écrit. J'ai pas lu les versions jeunesse de ce qu'elle fait, comme c'est pas Sleepy Hollow, mais un truc comme ça. Mais franchement, j'aimerais trop qu'elle fasse un nouveau livre, que ce soit encore un peu sur la Russie ou sur un autre univers. Elle écrit mais tellement bien. Elle a une plume qui est poétique, qui est enchanteresse, qui arrive à mêler l'historique, le fantastique, la religion. Elle est incroyable. Franchement, c'est une saga, c'est un coup de cœur plus sur tous les tomes, et celui-ci, il conclut la saga, mais d'une manière tellement belle. Je suis fan. Vous avez l'avantage, normalement, de pouvoir lire chaque tome séparément, même si je trouve que celui-ci, sans avoir lu les tomes précédents, notamment le tome 2, je pense que c'est un petit peu compliqué de pouvoir suivre tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il est vraiment... il suit le tome 2, quoi. Sans vous faire de spoil, vous avez une grande bataille qui se fait à la fin du tome 2, et le début du tome 3, c'est l'après-bataille. Donc oui, on peut le lire indépendamment, mais on va pas spécialement comprendre qui sont les protagonistes qu'il y a là-dedans, pourquoi Vassia mène telle quête, quelle est cette bataille dont ils ont parlé juste avant. Donc pour moi, on lit pas le tome 1, très bon, mais il faut lire le tome 2 au moins pour comprendre le tome 3, je pense. Pour vous faire un petit résumé quand même, si jamais vous ne connaissez pas cette saga, on est dans un mi-chemin entre un conte russe un peu fantastique et un petit peu historique. C'est-à-dire qu'on va suivre la jeune Vassia, et Vassia, c'est l'archétype même de la femme libre. De la jeune femme libre plutôt, elle doit avoir aux alentours de 16 ans, je pense, dans le dernier tome. Et le problème d'une femme libre, surtout à cette époque-là, c'est que c'est extrêmement mal vu. Et en plus d'être une femme libre, donc avec sa liberté de penser, elle va où elle veut, elle a envie de chevaucher au cœur de la forêt, elle y va, elle a envie je sais pas, d'aller dans les champs, elle y va, au lieu de faire tous les travaux, on va dire féminins classiques, du genre la cuisine, la couture, s'occuper du ménage, les enfants. Elle est un esprit libre. Et elle a également la particularité de pouvoir voir tous les esprits des contes russes, en fait, tous les petits êtres du folklore, elle peut les voir. Et le problème, c'est que quand on est une femme qui arrive à voir des choses que personne d'autre ne voit ou ne veut croire, eh bien on est catégorisé comme une sorcière. Et le problème, c'est que soit elle va au couvent, soit elle est catégorisée renégat, sorcière, et elle est à brûler. Et on va suivre Vassia, donc, qui, à travers cette Russie un peu changeante, où le christianisme commence à rentrer par la grande porte, où peu à peu les églises remplacent l'ancien folklore, eh bien Vassia va essayer de remettre au goût du jour ce folklore et ces anciennes croyances contre la religion chrétienne qui, elle, veut bannir absolument toutes ces anciennes religions et instaurer une religion monothéiste. Donc elle va essayer de se battre contre ça parce que, en plus, si vous ne croyez plus dans l'ancien folklore russe, et bien petit à petit, à force de ne plus croire en eux, et bien ils commencent à disparaître. Et les esprits ne le veulent pas, et Vassia ne le veut encore moins. Donc je ne sais pas si mon résumé il est peut-être un petit peu brouillon, mais cette saga est tellement riche, elle est tellement belle, elle est tellement vraie en plus, par le côté un petit peu... je suis une religion qui n'appartient pas de base au pays, mais je viens là écraser l'ancienne religion et imposer la mienne aux autres.
Malheureusement, c'est quelque chose qui a toujours été, c'est encore très actuel, et je pense que malheureusement ça ne va pas changer, que ce soit telle ou telle religion, il y en a toujours une qui se pense supérieure à une autre et qui a décidé d'écraser le reste parce que c'est elle la meilleure, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle approche, on va dire, du christianisme dans le folklore russe, avec un folklore d'ailleurs que je ne connaissais absolument pas, j'ai appris énormément de choses en lisant ça. Et il y a aussi tout le côté un petit peu historique, parce qu'elle se base sur des batailles qui ont réellement existé, notamment donc la Russie, tout ce qui est un peu la Moscovie avec tous les royaumes russes qui s'unissent pour se battre contre la menace tatare. Et ben, c'est une bataille qui a réellement existé en 1308 ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle dit là-dedans. Et en fait, elle enjolive un petit peu en disant, ben voilà, vous voyez, c'est un mi-chemin entre un conte et un fait historique, mais peut-être que le fait historique ne s'est pas vraiment passé comme on le lit dans les livres. Pourquoi il n'y aurait pas eu peut-être un petit coup de pouce un peu magique pour faire gagner certaines batailles? Et j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu mystique, cette ambiance un peu justement... on n'est pas tout seul, pourquoi refuser des choses que l'on ne peut pas voir? Pourquoi ne pas spécialement croire en quelque chose? Pourquoi les anciens mythes seraient-ils forcément moins bons que les nouveaux? Il y a énormément de jolies réflexions derrière cette lecture, je trouve, et je me suis régalée. Vassia est fabuleuse, franchement c'est un personnage qui est riche, qui est libre, qui est profond, avec sa part de faiblesse, sa part courageuse. Ça reste une enfant, et pourtant elle a un caractère qui est quand même très adulte par certains moments. Franchement, c'est une très très jolie épopée, et outre les magnifiques couvertures qui sont d'une beauté mais incroyable, c'est une saga que j'ai adoré lire, que j'adorerais certainement relire dans quelques temps pour me replonger dans les aventures de Vassia, justement. Fabuleux. Je vous le recommande si vous voulez découvrir cette autrice, si vous voulez découvrir un petit peu ce folklore russe. Allez-y, allez-y les yeux fermés, franchement, cette saga est fabuleuse. Et donc, eh bien voilà, on a fait tout. Quand je vous avais dit que février c'était très très court, c'était pas pour rire en fait. Et j'en viens donc à cette partie de la vidéo pour vous expliquer le pourquoi j'ai pas beaucoup lu et pourquoi je n'aurai probablement pas le temps de beaucoup lire dans les prochaines semaines qui viennent, tout du moins. C'est parce que je suis overbookée. Je travaille 7 jours sur 7 et en plus de mon travail, je dois donc gérer les réseaux sociaux où je suis et donc plus tourner des vidéos, les monter, créer après des chroniques, et ben j'ai plus le temps. J'ai le temps de rien du tout. Et c'est pour ça que je suis un petit peu absente. Je n'ai pas spécialement le temps, on va dire, ni de filmer, ni de monter une vidéo rapidement, parce que comme je débute encore, je mets encore beaucoup de temps à monter une vidéo. Et j'ai donc pas vraiment, on va dire, le temps de réussir à monter des vidéos assez régulièrement et de lire assez pour pouvoir aussi monter une vidéo régulièrement et avoir un contenu un petit peu plus enrichi que ça sur YouTube. Et je le déplore hein, parce que j'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir vous faire part de ce que j'ai aimé ou pas dans mes lectures. Et ça stagne un petit peu, là je suis à peu près à une vidéo par mois et encore. C'est assez compliqué de vous fournir un peu plus de contenu que ça. Sur Instagram, on va dire, j'arrive un peu mieux à gérer parce que je peux arriver à poster une photo et à vous dire à peu près ce que j'ai aimé ou pas dans une lecture. Mais c'est pareil, ça me demande un petit peu du temps, ça me demande une petite mise en place pour essayer de faire une photo un petit peu jolie. Et encore, quand je vois certains groupes qui font des photos mais absolument magnifiques, je me demande comment ils arrivent à faire une mise en scène comme ça pour créer une photo mais complètement féerique. Et moi je pose mon bouquin avec une fleur là et j'ai pas plus. Voilà. En attendant, bah, merci d'avoir donc vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, à aller me voir ailleurs sur les autres réseaux où je suis. Ça me fait toujours plaisir de voir que mon contenu vous plaît. Et puis voilà, bah, en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, plein de bonnes choses, et puis bah, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!